Certains hommes vous sauvent de l'épave de votre vie, et certains deviennent eux-mêmes l'épave. Ceci est l'histoire de l'homme qui a fait les deux et de la femme qui a dû décider si se sauver impliquait de le laisser partir. Il y a des moments dans la vie où tout bascule, non pas avec le tonnerre mais avec un regard, une simple conversation, une main qui s'attarde une seconde de trop. Maya ignorait que la nuit où son monde s'effondrait serait aussi la nuit où elle rencontrerait la seule personne capable de le reconstruire, ou qu'il serait la dernière personne sur Terre qu'elle devrait jamais aimer. Elle avait toujours cru aux fins nettes, à la conclusion, au fait d'aller de l'avant sans regarder en arrière. Mais la vie, allait-elle apprendre, n'agit pas selon des lignes claires. Elle agit selon des complications, selon des cœurs qui trahissent la logique, selon des silences qui en disent d'au plus que les mots. Et parfois, elle agit selon des hommes qui vous regardent, comme s'ils avaient attendu toute leur vie de comprendre à quoi ressemble le chagrin, parce qu'ils l'ont eux-mêmes porté. Ceci n'est pas une histoire de bien ou de mal. C'est une histoire de ce qui se passe lorsque votre cœur choisit quelqu'un que le monde n'acceptera jamais. Quand l'amour arrive, non comme un salut, mais comme une question à laquelle vous êtes terrifié de répondre. Quand la personne qui vous voit le plus clairement est la seule personne que vous n'étiez jamais censé voir, ce qui suit est une histoire de retenue et de témérité, de deux personnes qui n'avaient jamais eu l'intention de tomber et n'ont pu s'arrêter une fois que ce fut fait. C'est à propos de l'espace entre ce que nous voulons et ce que nous sommes autorisés à vouloir, à propos de la culpabilité qui n'efface pas le désir, à propos d'un amour qui n'était pas destiné à être facile, ou peut-être pas destiné à être du tout. Cela a commencé par un soir d'octobre pluvieux dans une ville qui avalait les secrets entiers. Maya avait 26 ans, récemment libérée d'une relation qui avait ressemblé davantage à une lente noyade qu'à une histoire d'amour. Et lui, David, avait 51 ans, les tempes argentées, stable d'une manière qui vous faisait croire que le monde n'était peut-être pas aussi chaotique qu'il y paraissait. Il était le père de son ex-petite amie. Et il était la première personne depuis des années qui lui donnait le sentiment de ne pas disparaître. Elle ne connaissait pas encore son nom. Elle ne savait pas qu'il l'avait observé plus longtemps que la bienséance ne le permettait. Tout ce qu'elle savait, c'était ceci. Lorsqu'il s'avança vers elle sur ce parking trempé par la pluie, parapluie à la main, voix basse et prudente, quelque chose en elle s'éveilla. Le parking du supermarché était une cathédrale de gris, la pluie s'accumulant dans l'asphalte fissuré, les phares fendant la brume comme des prières murmurées dans le brouillard. Maya restait figée à côté de sa voiture, clé à la main, fixant le pneu crevé comme si elle tentait de le regonfler par pur épuisement. Elle avait eu une longue semaine, un long mois, une longue année en réalité. Et maintenant, ceci. Elle pressa ses paumes contre ses tempes, sentit la piqûre des larmes qu'elle refusait de verser, et se demanda quand la vie cesserait de se sentir comme un test auquel elle continuait d'échouer. C'est alors qu'elle entendit la voix, basse, calme, le genre de voix qui n'exigeait pas l'attention mais la gagnait quand même. Besoin d'aide? Elle se retourna. Il se tenait à quelques pas, le parapluie incliné pour se protéger de l'averse, mais ses yeux, sombres, prudents, bienveillants, étaient entièrement fixés sur elle. Il ne sourit pas de cette manière facile et désinvolte que les hommes avaient souvent. Il la regarda comme s'il comprenait qu'offrir de l'aide à une inconnue était une intrusion, et il s'en excusait avant même qu'elle ne réponde. « Je... » commença-t-elle, puis s'arrêta. Que devait-elle dire? Qu'elle ne savait pas comment changer un pneu? Qu'elle était trop épuisée pour s'en soucier? Que la dernière personne à l'avoir aidée avec quoi que ce soit avait été son ex, et que le souvenir de ses mains sur une clé à molette ressemblait maintenant à une blessure qu'elle ne savait pas comment refermer? Elle s'en tint à la vérité. « Je ne sais pas ce que je fais. » Il hocha la tête, comme si c'était la réponse la plus raisonnable au monde. « Ce n'est pas grave, dit-il calmement. Je sais, moi. » Il travailla en silence, s'agenouillant sous la pluie sans se plaindre, ses mouvements efficaces et sans hâte. Elle se tenait à l'abri de son parapluie, il le lui avait tendu sans demander, et l'observait. Il y avait quelque chose de presque méditatif dans sa façon de bouger, aucune frustration, aucune performance, juste une présence. Elle se surprit à remarquer des choses qu'elle n'aurait pas dû. Les rides au coin de ses yeux,
la façon dont sa mâchoire se serrait sous la concentration, la large étendue de ses épaules sous une veste assombrie par la pluie. Elle détourna le regard, honteuse. Il était en train de l'aider. Elle n'avait pas le droit de le remarquer de cette manière. Quand il eut fini, il se leva, essuyant ses mains sur son jean, et rencontra ses yeux avec un sourire tranquille. Tout est réglé. Elle voulait le remercier convenablement, sincèrement, mais tout ce qu'elle réussit à articuler fut « Je ne sais pas comment vous remercier ». Il secoua la tête. Il n'y a pas lieu. Il y eut une pause. La pluie tambourinait contre le métal et l'asphalte. Puis il dit, presque comme une réflexion après coup, « Faites juste attention en rentrant ». Et elle réalisa avec un étrange choc qu'il le pensait vraiment, non pas par politesse, mais par une inquiétude sincère. Pour elle. Une inconnue. Elle n'a plus pensé à lui. Pas consciemment en tout cas. Mais elle a rêvé de lui cette nuit-là. Un rêve étrange et fragmenté où il se tenait sous la pluie et prononçait son nom, bien qu'elle ne le lui ait jamais dit. Elle se réveilla troublée, cette sensation lui collant à la peau comme de l'humidité. La vie continuait. Le travail, le café, les petites distractions désespérées qui maintenaient la solitude à distance. Et puis, 2 semaines plus tard, elle le revit. Lors d'un dîner d'anniversaire qu'elle appréhendait. Le dîner d'anniversaire du père de son ex-petite amie. Elle se fiança dans l'embrasure de la porte du restaurant, sac cadeau à la main, le cœur soudain bruyant dans ses oreilles. Le voici. Assis à la tête de la table, l'homme du parking, David. Elle connaissait son nom maintenant. Le connaissait depuis des années, de loin, abstraitement. Le père du garçon avec qui elle était sortie, l'homme qu'elle avait rencontré 2 fois lors de réunions de famille et qu'elle avait rapidement oublié. Mais elle ne le connaissait pas. Pas comme ça. Pas comme quelqu'un qui la regardait à travers une pièce bondée et s'immobilisait, comme si lui aussi était pris dans l'inéluctabilité au ralenti de la reconnaissance. Son ex, Carter, se leva et lui fit signe d'approcher, inconscient. Ils étaient restés amis d'une manière ou d'une autre, des amis cordiaux et prudents, qui s'envoyaient des SMS occasionnellement et prétendaient que la fin n'avait pas été désordonnée. Elle força un sourire et se dirigea vers la table. Les yeux de David la suivaient. Elle le sentit comme une main sur son épaule. Lorsqu'elle s'assit finalement, en face de lui, il lui tendit la main comme s'ils se rencontraient pour la première fois. « Maya », dit-il calmement, « content de vous revoir. » Elle lui serra la main. Sa poignée était chaude, stable, et elle réalisa avec une horreur rampante qu'elle ne voulait pas le lâcher. Le dîner fut un flou de conversations polies et de rires forcés. Elle répondit à des questions sur son travail, son appartement, sa vie, des questions qui semblaient intrusives même lorsqu'elles étaient posées gentiment. Mais chaque fois qu'elle levait les yeux, David la regardait. Pas ouvertement, pas de manière inappropriée, mais là. Il prêtait attention d'une manière qui était à la fois invasive et enivrante. Elle se dit que cela ne signifiait rien, qu'elle imaginait, que le chagrin et la solitude l'avaient rendue délirante. Mais lorsque le dessert arriva et que leurs regards se croisèrent à travers la table, elle sut. Il le ressentait aussi. Alors que le dîner touchait à sa fin, David se leva pour partir et Carter l'écarta, riant à propos de quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Elle rassembla ses affaires, se préparant à s'éclipser sans être remarquée. Mais David était alors à côté d'elle, la voix suffisamment basse pour que personne d'autre ne puisse l'entendre. « Merci d'être venu, » dit-il. « Ça compte beaucoup pour Carter, et pour moi. » Elle leva les yeux vers lui et pendant un instant, le monde se rétrécit à eux deux seulement. « J'ai failli ne pas venir, » avoua-t-elle. Il hocha la tête, comme s'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. « Je suis content que vous l'ayez fait, dit-il, et puis il était parti. Cela a commencé assez innocemment. Un message texte 3 jours plus tard. C'est David. Carter m'a donné votre numéro. Il a dit que vous aviez mentionné avoir besoin de conseils pour des appartements. Je serais heureux de vous aider si vous le souhaitez. » Elle fixa son téléphone pendant 1 minute complète avant de répondre. Elle avait mentionné chercher un appartement. 1 fois, sans y attacher d'importance. Il y a des semaines, que Carter l'ait transmis à son père semblait improbable, mais elle répondit quand même. Elle se dit que c'était pratique, qu'elle avait besoin d'aide, que ce n'était rien. Ils se rencontrèrent pour un café un samedi matin.
territoire neutre, public, sûr. Il était arrivé en avance, déjà assis avec un livre lorsqu'elle entra, quelque chose de Cormac McCarthy, aux pages cornées et soulignées. Elle aimait qu'il lise. Aimait qu'il ne range pas le livre immédiatement, comme s'il n'avait rien à prouver. Ils parlèrent d'appartements, de quartiers, des petits détails logistiques de la vie en ville, mais sous tout cela se trouvait un courant, subtil, dangereux, indéniable. Chaque pause semblait lourde. Chaque contact accidentel des mains tendant vers le sucre ou la crème ressemblait à une confession. « Je ne fais pas ça d'habitude », dit-elle soudain, sans être sûre de ce qu'était ce « ça ». Il la regarda et un instant, elle vit quelque chose clignoter dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Moi non plus », dit-il calmement. Ils restèrent en silence après cela, le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. Elle réalisa, assise là, qu'elle ne s'était pas sentie aussi calme depuis des mois, peut-être des années, et cela la terrifiait, parce que le calme n'était pas censé ressembler à une chute. Ils commencèrent à se rencontrer régulièrement après cela, chaque semaine, parfois 2 fois, toujours sous un prétexte quelconque, recherche d'appartements, recommandation de livres, conseils sur sa carrière. Ils n'appelèrent jamais ça par son nom, n'admirent jamais qu'ils se choisissaient l'un l'autre, encore et encore par de petites façons irréversibles. Il lui parla de sa défunte épouse, du chagrin qui ne partait jamais complètement, du fait d'apprendre à vivre dans les conséquences de la perte. Elle lui parla de Carter, de la lente dégradation d'une relation qui avait ressemblé à une noyade. Et quelque part dans ces conversations, ils cessèrent de faire semblant. Un soir, après une longue promenade dans le parc, il s'arrêta et se tourna vers elle, main dans les poches, expression indéchiffrable. « J'ai besoin de te dire quelque chose, dit-il. » Son cœur se serra. Elle hocha la tête. « Je pense à toi, dit-il calmement. Plus que je ne devrais, plus que je n'en ai le droit. » Elle ne bougea pas, ne respira pas. Il continua, la voix stable mais tendue. « Et je ne sais pas quoi faire à ce sujet, parce que ça... » Il fit un geste entre eux. « Ça ne peut pas arriver. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête à nouveau. « Je sais, murmura-t-elle. Mais aucun d'eux ne s'en alla. Le monde a des règles, invisibles, tacites, mais néanmoins inviolables. On ne tombe pas amoureuse du père de son ex, on ne brouille pas la ligne entre le mentorat et le désir. On ne laisse pas quelqu'un qui devrait être un havre de paix devenir la tempête elle-même. Maya connaissait ces règles. Elle avait vécu selon elle toute sa vie. Et pourtant, debout en présence de David, elle lui semblait toutes n'être que des suggestions dont elle ne parvenait plus à se souvenir comment les suivre. Elle essaya de prendre ses distances, cessa de répondre à ses messages aussi rapidement, refusa les invitations à se rencontrer, se convainquit que l'espace guérirait ce qui avait commencé à croître entre eux. Mais l'absence ne fit qu'aiguiser la douleur. Elle se retrouva à rejouer leur conversation la nuit, analysant chaque mot, chaque regard, chaque silence. Et elle se détestait pour cela, détestait ne pas pouvoir s'empêcher de penser à un homme qu'elle n'avait aucun droit de désirer. Détestait que le désirer lui paraisse plus honnête que tout ce qu'elle avait ressenti depuis des années. David ne fit pas pression. Il respecta sa distance avec la même grâce tranquille qu'il apportait à tout. Mais il ne disparut pas non plus. Il lui envoya un livre par la poste. Aucune note, juste le livre. Elle l'ouvrit et trouva un passage souligné « Entre le souhait et la chose, le monde attend ». Elle ferma le livre et pleura. Parce qu'elle comprenait. Il attendait. Non pas qu'elle le choisisse, mais qu'elle se choisisse elle-même. Et d'une certaine manière, cela rendait les choses pires. Ils se revirent chez Carter, une réunion informelle qu'elle ne pouvait éviter sans éveiller les soupçons. Elle et David échangèrent des bonjours polis, maintinrent une distance prudente, ne se parlèrent que lorsque c'était nécessaire. Mais chaque instant était une agonie. Elle était hyper consciente de sa présence dans la pièce, de la façon dont il riait à la blague de quelqu'un d'autre, de la façon dont il ne la regardait même pas une seule fois, comme si lui aussi se battait pour ne pas le faire. Lorsqu'elle partit tôt, prétextant l'épuisement, il la suivit jusqu'à la porte. « Maya, dit-il calmement. » Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Tu me manques, dit-il. » Elle ferma les yeux. « Je sais, murmura-t-elle. Toi aussi. » Cette nuit-là, elle l'appela. Il était tard.
trop tard pour appeler qui que ce soit, et encore moins lui. Mais elle ne pouvait plus porter ce poids seule. Il répondit à la première sonnerie. « Je ne sais pas comment faire ça, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne sais pas comment arrêter de ressentir ça. » Il y eut un long silence. Puis doucement, « Peut-être que tu n'as pas à arrêter. Peut-être que tu dois juste décider avec quoi tu peux vivre. » Elle pressa le téléphone contre son oreille, les larmes coulant sur son visage. « Et si je ne peux pas vivre sans te perdre ?» Il expira lentement. « Alors nous sommes dans le pétrin, dit-il, parce que je ne pense pas pouvoir vivre sans te perdre non plus. Il y a des moments dans chaque histoire où l'inévitable cesse d'être évitable. Où la tension qui s'est accumulée en silence finit par fissurer la surface, et où il n'y a plus de retour en arrière possible. Pour Maya et David, ce moment arriva un jeudi soir de novembre, dans la quiète solitude de son bureau, où elle était venue rendre un livre et s'était retrouvée incapable de partir. Ils avaient parlé de rien, de tout, comme ils le faisaient toujours, mais l'air était différent ce soir-là, chargé, fragile. Elle était assise sur le canapé, le livre sur ses genoux, et il était assis en face d'elle dans un fauteuil, les coudes sur ses genoux, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait nommer. « Tu devrais partir, » dit-il finalement, mais sa voix manquait de conviction. Elle le regarda. « Tu le veux ?» Il ferma les yeux, la mâchoire serrée. « Non. » Le mot resta suspendu entre eux comme une allumette allumée. Elle posa le livre de côté et se leva. Il se leva aussi. Ils se firent face à travers le petit espace, et le monde sembla retenir son souffle. « Si je reste, » dit-elle doucement, « tout change. » Il hocha la tête. « Je sais. Carter nous haïra. Ta famille nous haïra. Tout le monde pensera que nous sommes... » « Je sais, » dit-il encore, et cette fois sa voix se brisa légèrement. Elle fit un pas de plus, puis un autre. « Je ne veux pas ruiner ta vie. » Il tendit la main lentement et écarta une mèche de cheveux de son visage, sa main s'attardant sur sa mâchoire. « Tu ne ruines rien, » murmura-t-il. « Tu es la première chose qui me semble juste depuis des années. » Elle ne bougea pas, ne respira pas. Sa main était chaude contre sa peau, son pouce traçant la ligne de son arcade sourcilière avec une tendresse qui lui faisait mal à la poitrine. « David, » dit-elle, et même prononcer son nom ressemblait à franchir une limite. Il se pencha, ses yeux cherchant les siens, demandant une permission qu'elle ne savait pas comment donner, mais ne pouvait refuser. « Dis-moi d'arrêter, » murmura-t-il. « Dis-moi que c'est mal et j'arrêterai. » Elle ouvrit la bouche pour le dire, pour faire la bonne chose, pour les sauver tous les deux, mais ce qui sortit à la place fut « je ne peux pas ». Ainsi la limite fut franchie. Non pas avec des feux d'artifice ou de la passion, mais avec quelque chose de plus calme, de plus profond, une reconnaissance qu'ils avaient tous deux retenu leur souffle pendant des mois, et ceci était la première expiration. Le premier moment d'honnêteté. La première fois qu'ils cessèrent de prétendre qu'ils pouvaient s'éloigner l'un de l'autre indemnes. Ce ne fut pas une décision prise à la légère, ce fut un abandon, à l'inévitable, à la vérité. À la réalité terrifiante et indéniable que parfois l'amour ne demande pas la permission, il arrive simplement et vous met au défi d'être assez courageux pour le laisser rester. Un premier baiser est censé être un commencement. Mais pour Maya et David, il donna le sentiment qu'une fin et un début entraient en collision dans le même souffle. Il n'était ni précipité ni téméraire. Ce n'était pas le baiser de deux personnes qui ne comprenaient pas les conséquences. Il était lent, délibéré, chargé du poids de tout ce qu'il s'était efforcé de ne pas ressentir. Ses mains encadraient son visage comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile, et elle s'inclina vers lui comme si elle avait cherché cet instant précis toute sa vie et était terrifiée maintenant qu'elle l'avait trouvé. Lorsqu'ils se séparèrent, aucun des deux ne parla. Elle pouvait sentir son rythme cardiaque, rapide, irrégulier, sous sa paume pressée contre sa poitrine. Il reposa son front contre le sien, les yeux fermés, la respiration saccadée. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ?»« Pour ne pas avoir été assez fort pour m'éloigner. » Elle se retira juste assez pour croiser son regard. « Je ne veux pas que tu sois fort, » dit-elle doucement. « Je veux que tu sois là. » Ils restèrent ainsi pendant longtemps, enlacés l'un à l'autre, suspendus dans l'espace fragile, entre le choix et la conséquence. Finalement, la réalité revint insidieusement. L'horloge sur le mur, le bruit de la pluie contre la fenêtre,
La certitude qu'en dehors de cette pièce, le monde existait toujours, avec tous ses jugements et ses complications. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle. Il expira lentement. « Je ne sais pas. » Elle hocha la tête, car elle non plus ne savait pas. Mais elle savait une chose. Elle n'était pas prête à lâcher prise. Il la raccompagna à sa voiture cette nuit-là, les mains dans les poches, l'expression indéchiffrable. Avant qu'elle ne monte, il attrapa sa main, la tint brièvement, puis la relâcha. « Je ne le regrette pas, » dit-il. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Le baiser ?» Il secoua la tête. « Tout. T'avoir rencontré, avoir appris à te connaître, être tombé amoureux de toi. » Sa voix était stable, certaine. « Je ne regrette rien de tout cela, et je ne le ferai pas, quoi qu'il arrive. » Elle sentit les larmes lui piquer les yeux. « Moi non plus, » murmura-t-elle. Elle rentra chez elle dans un état second, l'esprit embrouillé, le cœur rempli et terrifié tout à la fois. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, ne savait pas comment naviguer dans le désordre qu'ils venèrent de créer. Mais tandis qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, fixant le plafond, une pensée s'éleva au-dessus de tout le bruit. Elle avait embrassé David. Et cela avait ressemblé à rentrer chez soi dans un endroit dont elle ignorait l'existence. Un endroit dont elle avait eu le mal du pays toute sa vie, sans savoir pourquoi. La matinée suivante n'apporta aucune clarté, seulement la dure lumière des conséquences pas encore affrontées. Maya se réveilla avec un nœud à l'estomac, rejouant chaque moment de la veille. La façon dont David l'avait regardée, la façon dont sa voix s'était brisée quand il avait dit qu'il ne regrettait rien, la façon dont tout s'était senti à la fois parfaitement juste et horriblement faux. Elle tendit la main vers son téléphone, s'attendant à moitié à un message de sa part. Il n'y avait rien, et d'une certaine manière, ce silence semblait plus assourdissant qu'aucun mot n'aurait pu l'être. La culpabilité est un prédateur patient. Elle ne bondit pas immédiatement. Elle attend que vous soyez seul, que l'adrénaline s'estompe, qu'il ne vous reste rien d'autre que l'écho de vos propres choix. Et alors, elle vous dévore. Maya la sentit s'insinuer, tandis qu'elle était assise à sa table de cuisine, son café intact, fixant le vide. Elle pensa à Carter, à quel point il avait toujours été gentil avec elle, même quand les choses avaient pris fin. À quel point cette trahison, parce que c'était ça, n'est-ce pas, briserait quelque chose en lui qu'elle ne pourrait jamais réparer. David lui envoya un message cet après-midi-là. Juste 3 mots. « Peut-on parler ?» Elle fixa le message pendant longtemps avant de répondre. « Oui, ce soir. » Ils se rencontrèrent dans un parc, loin de tout endroit où l'un ou l'autre pourrait être reconnu. Il faisait froid, le ciel était lourd de la menace de neige. Il semblait ne pas avoir dormi. Elle avait probablement l'air pire. Ils marchèrent en silence pendant un moment, les mains enfouies dans leurs poches, leur souffle visible dans l'air glacial. Finalement, il parla. « Je ne ferai pas ça si ça doit te détruire. » Elle s'arrêta de marcher, se tourna pour lui faire face. « Et toi ?» Il rencontra son regard, et elle y vit l'épuisement, le conflit. « J'ai déjà été détruit une fois, » dit-il calmement. « Je sais comment y survivre. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas une réponse. » Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je n'ai pas de bonne réponse, Maya. Tout ce que je sais, c'est que je tiens à toi, plus que je ne devrais, et je ne veux pas être la raison pour laquelle tu te haïrais. » Elle sentit les larmes lui piquer les yeux. « Ce n'est pas toi, dit-elle. Je le fais toute seule. » Ils restèrent là, 2 personnes prises dans la gravité de quelque chose qu'aucune des deux n'avait demandé, mais qu'elles étaient toutes deux impuissantes à fuir. Le vent se leva, froid et impitoyable. « Peut-être que nous devons arrêter, dit-elle finalement, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Peut-être que c'est une erreur. » Il hocha lentement la tête. « Peut-être. » Mais aucun des deux ne bougea. Aucun des deux ne dit au revoir. Parce qu'au fond, ils savaient, tous deux, s'arrêter n'était pas la même chose que renoncer. Et renoncer n'était pas quelque chose qu'aucun des deux ne savait faire. Les secrets ont une date de péremption. Maya l'avait toujours su, mais elle ne s'était pas attendue à ce que l'échéance arrive si tôt, ni si violemment. Ce fut Carter qui le découvrit le premier, non pas par des aveux, mais par accident. Un message texte que David lui avait envoyé, aperçu sur l'écran de son téléphone lorsque Carter l'avait emprunté pour chercher un restaurant. Juste 5 mots. « Tu me manques. Sois prudente. » Mais 5 mots suffisaient. Carter s'immobilisa, la regarda.
Et à cet instant, elle vit quelque chose se briser dans ses yeux. « Dis-moi que je me trompe, dit-il doucement. Elle ne put pas. Elle resta là, figée, tandis que la vérité s'installait entre eux comme un mur qu'elle avait bâti de ses propres mains. « Ce n'est pas ce que tu crois, commença-t-elle, mais elle-même pouvait entendre à quel point cela sonnait creux. Carter rit, un son amer et brisé. « Pas ce que je crois, c'est mon père, Maya. » Le mot resta suspendu dans l'air comme une accusation. Elle tressaillit. « Je sais. »« Vraiment ?» Sa voix se fait là. « Parce que je ne crois pas que tu le saches. Je ne crois pas que tu comprennes ce que tu as fait. » Elle lui dit tout. Non parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle lui devait au moins ça. Elle lui parla du parking, du dîner, des rencontres autour d'un café, de l'attirance croissante qu'elle ne pouvait ni nommer ni résister. Elle ne le justifia pas, ne donna pas d'excuses. Elle mit tout à nu et le laissa décider quoi en faire. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant longtemps, puis il la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié ou du dégoût. « Je t'aimais, dit-il. Vraiment. » Elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je sais. Je suis désolé. » Carter l'exclut de sa vie immédiatement, bloqua son numéro, la supprima de tous les réseaux, dit à sa famille qu'elle n'était plus la bienvenue, et elle comprit, l'accepta. Parce que pouvait-elle faire d'autre? David l'appela cette nuit-là, la voix serrée par une émotion à peine contenue. « Il ne veut pas me parler, » dit-il. « Il ne veut même pas me regarder. » Elle ferma les yeux, la culpabilité étant un poids physique dans sa poitrine. « Je suis tellement désolé. »« Arrête, dit-il, ne t'excuse pas. Ce n'est pas ta faute. »« C'est la faute de nous deux, » murmura-t-elle. Les conséquences furent immédiates et brutales. Carter en parla aux gens, pas à tout le monde, mais suffisamment. Des amis qu'ils avaient en commun, des membres de la famille qui la connaissaient. L'histoire se répandit en chuchotements et en regards de côté, se transformant à chaque fois qu'elle était racontée, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus que peu de ressemblance avec la vérité. Elle devint la méchante dans un récit qu'elle ne pouvait contrôler, la jeune femme qui avait séduit l'homme plus âgé. La briseuse de foyer qui avait détruit une famille, peu importait que ce ne soit pas vrai. Peu importait que l'amour soit plus compliqué qu'aucune histoire ne pouvait le saisir. Le monde avait décidé, et ils étaient tous deux coupables. Les fins sont rarement nettes. Maya l'avait appris bien avant David. Mais cette fin, ou quoi que ce fût, semblait particulièrement déchiquetée. Ils ne cessèrent pas de se voir, mais tout avait changé. Ils étaient plus prudents maintenant, plus sur la défensive. Chaque rencontre semblait volée, chaque conversation assombrie par la conscience de ce qu'ils avaient perdu, de ce qu'ils s'étaient coûté mutuellement. Et pourtant, ils continuaient. Non parce que c'était facile, non parce que c'était logique, mais parce que s'éloigner donnait la sensation d'une autre sorte de mort. La relation de David avec Carter était détruite. Il essaya au début de la réparer, des appels qui restaient sans réponse, des lettres qui étaient renvoyées non ouvertes. Finalement, il cessa d'essayer, non pas parce qu'il s'en moquait, mais parce qu'il réalisa que certaines blessures ne guérissent pas selon un calendrier que l'on peut contrôler. Il fit son deuil de cette perte silencieusement, comme il faisait toute chose. Et Maya fit son deuil pour lui, sachant qu'elle en était la raison, détestant le fait qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour arranger les choses. Des mois passèrent. Le monde continua son chemin comme il le fait toujours, indifférent aux chagrins privés. Maya et David bâtirent quelque chose dans l'épave, non pas un amour parfait, mais un amour réel. Ils apprirent à exister dans la tension entre la culpabilité et la grâce, entre ce qu'ils avaient détruit et ce qu'ils avaient trouvé. Ils ne parlaient pas de l'avenir, ne faisaient pas de grands projets. Ils vivaient au jour le jour, se tenant l'un à l'autre comme le font les gens qui savent à quel point tout est fragile. Un soir, assise sur son canapé, elle lui posa la question qu'elle avait évitée pendant des mois. « Penses-tu que nous soyons de mauvaises personnes ?» Il resta silencieux pendant un long moment, puis il secoua la tête. « Je pense que nous sommes des gens qui ont fait des choix difficiles, et je pense que nous vivons avec, du mieux que nous pouvons. » Elle se blottit contre lui, reposant sa tête sur son épaule. « Penses-tu que Carter nous pardonnera un jour ?» Il expira lentement. « Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Mais je ne peux pas vivre ma vie en attendant sa permission d'être heureux. Et toi non plus. »
L'amour, réalisa Maya, n'était pas toujours la chose grandiose et passionnée que les histoires promettaient. Parfois, il était silencieux, compliqué, imparfait. Parfois, il vous coûtait plus que ce que vous vouliez payer. Mais c'était quand même de l'amour, et peut-être que c'était suffisant. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait, ne savait pas si elle et David dureraient ou si le poids de leur commencement écraserait finalement ce qu'ils avaient construit. Mais elle savait ceci. Elle l'avait aimé honnêtement, même quand cela faisait mal, et cela, plus que toute autre chose, lui semblait être la seule vérité à laquelle s'accrocher. Ceci n'était pas une histoire de bien ou de mal. C'était une histoire d'être humain, désordonnée, contradictoire, d'une réalité déchirante, à propos de deux personnes qui se sont trouvées dans l'épave et qui ont choisi de se tenir, même quand renoncer aurait été plus facile, même quand le monde leur a tourné le dos. Si vous avez déjà aimé quelqu'un que vous n'auriez pas dû, ou ressenti quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer, ou fait un choix qui a tout changé, alors vous le savez, l'amour est rarement simple. Mais il vaut toujours la peine d'être raconté. Abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, une nouvelle histoire qui nous rappelle que nous essayons tous de comprendre tout cela. Une peine de cœur, un choix, un moment de grâce à la fois. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Laissez un commentaire. Racontez-moi votre histoire. Parce que la vérité est que nous portons tous quelque chose. Et parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls fait toute la différence. Certaines histoires ne sont pas destinées à être justes. Elles sont destinées à être réelles. Si celle-ci vous a touché, dites-le moi dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait? Comment vit-on en aimant la mauvaise personne au bon moment? Et abonnez-vous à notre chaîne, où chaque histoire explore les vérités silencieuses que nous ne disons jamais à voix haute, les amours que nous cachons, les choix que nous regrettons, les moments qui nous changent à jamais. Parce qu'au final, nous ne sommes qu'humains, essayant d'aimer, essayant d'être aimés, essayant de donner un sens à un cœur qui ne suit pas toujours les règles. Merci de votre écoute. Jusqu'à la prochaine fois, que votre cœur soit doux envers lui-même.